Je vous laisse la parole, monsieur le journaliste. Poussez-vous. Vous pouvez vous en aller parce qu'il y a des droits à l'image là que vous n'allez pas toucher. Allez hop. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du Modia, le JT 100% mode. Tout de suite, les titres de l'actualité. En premier, nous allons aborder le sujet grandissant et la rumeur grandissante de monsieur Mathieu Blazy, peut-être potentiellement prochain directeur artistique de la maison Chanel, qui succédera à Virginie Viard, cette grosse conne. Nous allons en parler plus en détail. Nous aborderons ensuite le sujet de Vogue, rédigé pour le mois de décembre par monsieur Marc Jacobs. Et la rédaction et moi-même sommes très impactés par cette horrible. Et on va traiter ce sujet avec toute la rédaction, avec énormément de sérieux. La rédaction, évidemment, c'est seulement moi. Ensuite, nous allons parler de la collaboration Skims-Dolce Gabbana, du lien entre le clan Kardashian. On adore ici à la rédaction, vous le savez bien, on la déteste. Dolce Gabbana qui a énormément travaillé avec le clan. Ensuite, nous allons parler des 45 ans, joyeux anniversaire de monsieur Elisab et de sa maison, et qui a pour l'occasion ramené Céline Dion, emblème québécoise. La rédaction était très émue et en parlant d'émotions, nous allons parler du Vogue World qui va être relancé cette année encore pour 2025, en octobre exactement, à Los Angeles, après le Vogue World à Paris qui a ému toute la rédaction. On va en discuter. Et puis Chanel gagne le procès contre Jonac pour ses slingbacks. On va également en parler puisque nous aussi on travaille la justice, le droit, les propriétés intellectuelles. Et puis nous allons également aborder le désaccord à la maison Vivienne Westwood puisque la petite fille elle-même de madame Vivienne Westwood a quitté le board de Vivienne Westwood. On va en parler aujourd'hui. Installez-vous bien, mesdames et messieurs. La rédaction elle a bossé. Mon Dieu, bienvenue les gadgets, les gadjos dans cette édition du Modia. Alors, je voulais commencer ce journal par me présenter. Je suis la future Anna Wintour. Je crois que je pète les plombs, je pète les plombs, je pète les plombs. Bienvenue dans ce journal qui sera dédié 100% à la mode, bien évidemment. C'est le seul domaine dans lequel j'excelle. Donc, bienvenue. Écoutez, le premier sujet du jour et au thème de ce Modia international, nous allons parler de monsieur Mathieu Blazy. Mathieu Blazy, directeur artistique actuel chez Bottega Veneta, est donc l'objet de rumeurs depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, puisque Virginie Viard a quitté la maison, cette grosse conne, en juin 2024. Nous sommes très heureux d'ailleurs de ce départ puisque Chanel perdait en désirabilité depuis plusieurs années maintenant, bizarrement en lien avec le travail de Virginie Viard, bizarrement en lien avec des robes portées avec des leggings en polyester qui brûleraient des continents en entier. Aujourd'hui, Mathieu Blazy serait donc potentiellement le prochain repreneur de la maison Chanel. Alors, Mathieu Blazy, pour vous la faire courte, c'est un styliste franco-belge qui est né à Paris dans les années 80-87, il me semble, il a une petite quarantaine d'années, le bout. Il a fait ses études à la Cambre, à Bruxelles, en Belgique. En sortant en 2007, il a commencé à travailler pour Raf Simons, pour la collection Homme, quand même, pour un premier job sorti d'études, c'est pas mal. En 2011, il a intégré la maison Margiela pour s'occuper des collections artisanales et prêt-à-porter femmes. Donc, on a toujours vu cette petite casquette très artistique et très costumier presque de son travail. Et puis, en 2014, opportuniste qu'il est, il a travaillé chez Phoebe Philo, qui était donc directrice artistique à l'époque de Céline. Donc, période d'ailleurs très intéressante dans la mode. On en parlera certainement un petit peu plus un jour, mais Phoebe Philo a marqué la mode et notamment la mode chez Céline. On en parle et c'est une grande époque
que Virginie Viard, malheureusement, n'a jamais connu chez Chanel, cette grosse conne. De 2016 à 2019, il a travaillé au prêt-à-porter chez Calvin Klein. Il s'est fait virer comme la plupart des employés chez Calvin Klein en 2019. Il s'est retrouvé, comme il le dit lui-même, dans la rue avec ses cartons. Bon, on émet des doutes. On n'a pas fait une enquête très spéciale avec ma rédaction, c'est-à-dire moi-même, vous l'aurez compris. Mais bon, on doute que le mec s'est retrouvé sous les ponts à la rue à faire la manche, mais bon. En 2020, il s'est retrouvé donc chez Bottega Veneta en prêt-à-porter. Puis 2021, il a accédé au rang ultime, c'est-à-dire directeur artistique de la maison Bottega Veneta. Bien évidemment, il est connu pour énormément de choses, notamment ses trompe-l'œil de cuir, dont la rédaction vous mettra des petites images juste ici. Ces sacs tressés, voilà, Bottega Veneta, depuis quelques années, ça a explosé. C'est d'ailleurs la marque avec la plus grande croissance dans le groupe Kering. Donc c'est quand même très intéressant de s'intéresser à son sujet. Alors il faut savoir du coup depuis le départ de Virginie Viard chez Chanel, c'est les petites mains des ateliers qui ont repris les collections. Donc il n'y a pas de direction artistique précise, c'est-à-dire que c'est elles-mêmes et eux-mêmes qui décident des collections. Et donc voilà, donc depuis plusieurs semaines, on a remarqué, l'équipe et moi-même, qu'il y avait plusieurs rumeurs au sujet de ce prochain directeur artistique. Et là récemment, c'est le nom de Mathieu Blady qui ressort. Pour l'instant, Chanel n'a toujours pas communiqué le nom officiel du prochain directeur artistique. La rumeur court qu'elle sera annoncée mi-décembre, début décembre, après le défilé métiers d'art à Hangzhou en Chine, ville que nous apprécions particulièrement ici à la rédaction puisque nous y avons habité. C'est un homme qui est d'une discrétion et d'un mystère qui plaît pour des maisons comme Chanel, comme celle de Chanel, donc on s'attend à ce que Mathieu Blady soit annoncé. Après, il y a eu énormément de rumeurs qui ne se sont jamais avérées vraies dans le monde de la mode pour les prochains repreneurs et directions artistiques. Ça peut être aussi un système pour les maisons de sonder un peu la clientèle sur les prochains repreneurs. C'est ce qui s'était passé pour Sabato de Sarno chez Gucci, par exemple. C'était une rumeur qui était annoncée depuis longtemps et qui finalement s'est avérée vraie puisque bien accueillie par la clientèle de chez Gucci. Ensuite, j'en parlais au début de cette édition, Marc Jacobs, qui serait directeur de la rédaction chez Vogue US, donc un petit tacle à la Anna Wintour. Bien évidemment, ce n'est pas le cas puisqu'ils sont poteaux dans la vie. Et que Anna Wintour a donc décidé de passer le flambeau à Monsieur Marc Jacob pour un numéro, je le précise, un numéro, puisqu'on en a vu des vertes et des pas mûres dans le cadre de cette enquête pour le Modia exclusif. Bon, il y aurait eu moult et moult mensonges au sujet de ces prochains rédacteurs en chef potentiels de Vogue US. Vogue US va garder Anna Wintour, ça c'est sûr et certain. On espère cependant que ce sera repris par plusieurs directeurs artistiques, puisque l'idée de Marc Jacobs est absolument somptueuse. Voilà, Marc Jacobs va reprendre le Vogue, c'est une excellente nouvelle, on en parlera dans le prochain numéro de Modia, abonnez-vous, c'est très important. Mais c'est un numéro quand même qui sera historique, puisque c'est une première qu'Anna Wintour laisse ses clés à quelqu'un d'autre qu'elle. Effectivement, elle est capable de laisser un petit peu, de déléguer son travail à d'autres personnes. Alors on se doute qu'elle est quand même derrière. Donc il y a un moment, elle est peut-être plus rédactrice en chef, mais elle a toujours son mot à dire, la vieille. Mais la couverture est absolument sublime. Les premiers leaks qui sont sortis de ce magazine sont absolument incroyables. Je pense que ça va être un numéro historique. Si vous avez l'occasion de le commander, de l'acheter, achetez-le, parce que c'est sûr que ce sera un magazine qui va être plus tard racheté. Ticket d'or. Et puis, dernière nouvelle, nous avons entendu la collection Skims et Dolce Gabbana qui est sortie. C'était il y a seulement quelques jours. Je peux vous dire que donc Dolce Gabbana a énormément travaillé avec le clan Kardashian. Nous, on l'adore, on le sait, on la déteste. Dolce Gabbana a réalisé la robe et globalement le mariage en entier de la Courtney. Et puis aussi réaliser la collection réalisée par Kim Kardashian, qui était la directrice artistique de cette collection Ciao Kim.
Voilà, on pourrait en parler pendant des heures du clan Kardashian. Faut savoir que donc la collection Skims Dolce Gabbana, je vous mettrai des images juste là, c'est chiant. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, très chiant. Un logo, un deuxième logo, un petit peu de léopard parce que Dolce Gabbana c'est le Guess mais un petit peu plus haut de gamme. Il n'y a pas d'eau chaude d'inventer, on va dire. Bon, écoutez, nous à la rédaction on est un petit peu déçus, on s'attendait à mieux, surtout pour des tarifs aussi chers. Après, on sait pas, Skims quand même, ça s'implante, ça s'implante, ça s'implante. On en voit partout, nanani, nanana. C'est une marque qui est beaucoup copiée. Et d'ailleurs, nous allons passer au prochain sujet en parlant de copie et de procès, procédure, juridiction et droit pénal. Chanel qui gagne le procès contre Jonac. Procès qui est depuis mai 2020 quand même, qui est passé par plusieurs étapes. Et là, c'est la Cour d'appel de Paris qui a donné le point final à cette histoire. Chanel a donc gagné ce procès qui était sur la base de copie, de parasitisme, comme Chanel l'a dit, c'est-à-dire utiliser l'image et le droit d'une maison à des fins purement pécuniaires, c'est-à-dire profiter de la notoriété d'une marque. Alors, Chanel est connu pour les slimbacks, qu'on vous mettra juste là. Jonac a fait ça. En tout et pour tout maintenant, ce que la Cour d'appel a décidé, c'est que Jonac devait 180 000 € pour les dommages moraux et les dommages économiques pour l'utilisation de l'image de Chanel. Alors il y avait quelques différences, le talon était d'une couleur différente, la bride était un petit peu différente, machin, mais quand même, globalement, quand on voit ça, on se dit que c'est ça, c'est sûr. C'est quand même un procès qui a duré très longtemps. La réponse, elle a été donnée fin octobre là. Très récemment. Maintenant, ils ont interdiction de vendre ces chaussures. À savoir quand même que quasiment 80% des Français interrogés par ma rédaction, c'est-à-dire genre mon mec et mes voisins, c'est tout, ont déjà avoué acheter des produits similaires ou des dupes. Il faut quand même se dire que maintenant, Internet grouille de dupes, copies de beaucoup de marques. Alors, c'est une protection intellectuelle, c'est une protection des maisons. Quand on utilise l'image d'une marque aussi prestigieuse soit-elle que Chanel, il est important de savoir que c'est une destruction aussi d'image et bien évidemment, les conditions de production ne sont pas les mêmes non plus. On n'utilise pas les mêmes ouvriers pour le faire, on n'utilise pas les mêmes salaires pour payer les ouvriers, on n'utilise pas les mêmes conditions de travail. Jonac, c'est toujours dit marque de très bonne qualité. Excusez-nous, mais nous, à la rédaction, on a fait notre enquête. Jonac, ça tient pas. Donc, arrêtez d'acheter des faux. Ça suffit d'acheter des contrefaçons. C'est bon ou pas? C'est bon? Arrêtez d'acheter des contrefaçons, ça suffit. Mettez de l'oseille de côté, achetez des vrais. Achetez l'histoire d'une maison. Je veux dire, il y a un moment, si la cour d'appel, elle a dit non, toi, tu fais non. C'est clair? Faut arrêter. Une grande nouvelle cependant, dont on a évoqué le sujet au début de ce numéro, c'est Vogue World qui revient. Et ça, on est très heureux à la rédaction puisque Vogue World Paris a été un moment magique de cette année 2024. On en fera un numéro spécial des meilleurs moments de 2024 pour la Fashion Fair. Mais en tout cas, Vogue World revient l'année prochaine en octobre à Los Angeles pour mettre en avant les métiers d'art du cinéma et les costumiers, les costumières, on imagine. Los Angeles qui est vraiment l'industrie du cinéma par excellence. Vogue World, c'était absolument fantastique. Si vous ne l'avez pas vu, le Vogue World de Paris, il est toujours sur YouTube en version longue. C'était mes Jeux Olympiques. C'était un moment magique. Il y a eu des clins d'œil aux Jeux Olympiques d'ailleurs, sur les sports et les années passant, des maisons, l'histoire des maisons, de mode, etc. Ça a été vraiment juste un hommage, absolument pas humble, mais un hommage spectaculaire, magique, majestueux. C'était du grand art. Voilà, et donc on a très hâte du Vogue World. Vogue World a déjà fait donc Paris, l'année d'avant c'était Londres, et la première année c'était à New York. C'est un espèce de défilé qui rend hommage à tous les métiers d'art de mode et c'était absolument sublime. Et on a hâte de voir la prochaine édition 2025.
Et puis, on en parlait au début de cette édition également, le désaccord dans la maison Vivienne Westwood. La petite fille Cora Corey a donc quitté la maison Vivienne Westwood. Alors, il faut savoir que Vivienne Westwood, c'est 2 branches. Donc, il y a la maison mode Vivienne Westwood et il y a la fondation Vivienne, qui était une fondation créée en 2019 à l'époque pour s'occuper d'une cause qui tenait vraiment à cœur à Vivienne Westwood, c'est le changement climatique, l'écologie, l'impact écologique de la mode, ce dont s'occupe la fondation Vivienne. Ce qui s'est passé très récemment, et c'est Cora qui s'est exprimée sur Instagram sur un post récemment. En fait, la maison mode Vivienne Westwood a donc collaboré avec la marque Palace, qui est un peu l'équivalent de Suprême, c'est un peu le même genre. La direction, donc il y a 2 branches de direction bien évidemment pour chaque truc. Normalement, la petite fille a repris les rênes et devait s'occuper de la fondation. En fait, ce qui se passe, c'est que tout a été mis en place pour que la fondation récupère tous les droits, l'image, l'histoire de la marque, protège en fait la marque Vivienne Westwood, mais soit toujours en accord avec les principes de la fondation, c'est-à-dire le changement climatique, etc. Ce qui s'est passé, la direction PDG n'a pas demandé l'accord à la fondation, n'a pas demandé l'accord à Cora. Il y a eu un énorme désaccord puisque Cora, elle, son but c'est de protéger l'héritage de sa grand-mère et ses grandes idées. Bah finalement, ça c'est tombé comme un château de cartes, voilà. Donc elle s'est barrée tout simplement. Elle a mis aussi des petits posts sur Instagram pour un petit peu défoncer tout le monde là-dedans. Elle avait aussi, il y a une source qui parle d'une lettre envoyée aux employés de la maison pour dévaloriser le PDG de la maison Vivienne Westwood. Alors ça a été un peu un tollé parce qu'on s'attendait tout simplement pas à ça. On sait pas trop comment l'organisation va faire, la fondation va faire. Elle s'est en tout cas reculée Cora Corey de cette direction, de cette marque aussi, donc on ne sait pas exactement comment vont se dérouler les choses, mais en tout cas, on suspecte que c'est la merde. Vous avez vu, notre travail journalistique, il est fantastique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette première édition du Modia. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour moi parce que, comme vous le savez, et vous l'avez compris, c'est moi la seule journaliste de cette rédaction, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites un mélange entre Hugo Décrypte et Anna Wintour, c'est moi. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un deuxième numéro. N'hésitez pas à commenter aussi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autres sujets, qu'on précise nos recherches? Ça me fera plaisir de vous répondre. Bye bye.